Bon, donc nous avons parlé la dernière fois de la question de l'anisotropie dans la graine. Donc je vais continuer aujourd'hui. Je vais parler de l'anisotropie et aussi de la rotation différentielle de la graine, qui en fait sont un peu liées du point de vue de la façon dont on les a découvertes ou dont on en discute. Donc, tiens, ça ne marche pas. Comment ça se fait ? Je n'ai pas la main. On recommence. Attendez. J'ai rien. Ah, voilà, ça y vient. Donc voilà, donc la dernière fois, on avait parlé de la découverte de l'anisotropie dans la graine, qui a été faite donc en 1986 par deux équipes dans la même institution à l'université de Harvard. Et donc ils ont observé des anomalies assez intrigantes sur les temps de propagation des ondes qui traversent la graine, celles qui se propagent parallèles à l'axe de rotation arrivent de plusieurs secondes en avance par rapport à celles qui se propagent dans des directions perpendiculaires à l'axe de rotation. Donc ça, c'était la première étude. Et une façon de l'expliquer, la façon la plus simple de l'expliquer, ça a été, et qui soit acceptable du point de vue dynamique, c'était d'introduire une anisotropie donc, cylindrique avec des vitesses de propagation plus rapides suivant l'axe de rotation de 1%. Et donc on pouvait le concevoir dans la mesure où la graine étant constituée de fer pas tout à fait pur, mais presque pur, et que le fer, sous sa forme cristalline HCP, a déjà une anisotropie donc du point de vue cristallin. Donc ça collait assez bien. L'autre observation, c'était le splitting anormal des modes propres sensibles au noyau. Donc les raies de ces modes sont beaucoup plus écartés que ce qu'on peut prédire avec n'importe quel modèle qui inclut l'ellipticité, la rotation et la structure tridimensionnelle du manteau. Et donc, ils sont arrivés à des modèles à peu près compatibles pour expliquer ces deux types de données. Depuis, il y a eu un très grand nombre d'études, et je ne vais vous en décrire que certaines les plus importantes. D'abord, la découverte elle a été faite à partir des données de bulletins, des données de l'International Seismic Center, qui, comme je vous ai expliqué, c'est des données très nombreuses, mais qui ne sont pas contrôlées, dont on ne contrôle pas la qualité. À partir des années 80, il y a eu l'installation des sismomètres large bande, des réseaux globaux et régionaux basés sur des sismomètres large bande, qui ont permis d'obtenir des données de très haute qualité, de plus en plus nombreuses. À l'heure actuelle, il y a, au point de vue global, un bon millier de stations large bande de ce type-là, dont 300 contribuent au réseau global. Et donc, en 1994, un certain nombre d'études ont montré que l'anisotropie devait affecter la graine dans son ensemble, jusqu'au centre de la graine. Et aussi qu'elle devait être un peu plus forte que ce qu'on avait pensé au début, de l'ordre de 3%, donc 3 fois plus que les données n'avaient indiqué au début. Et là, il y a un petit peu un problème parce que les données PKP, donc DF, c'est l'onde qui traverse la graine, qui traverse la graine. Ces données-là, donc, ont la possibilité d'échantillonner le centre de la graine. Par contre, les modes propres, eux, sont surtout sensibles à la partie superficielle de la graine et donc
quand on veut les expliquer, on préfère une anisotropie qui soit concentrée près de la surface. Donc il y a eu ce petit problème, qui d'ailleurs demeure jusqu'à présent. Mais et en plus, il y a cette dichotomie entre l'utilisation des données ISC, donc très très nombreuses, mais peut-être pas aussi précises, et les données digitales moins nombreuses, mais de plus grande qualité. Alors, une étude importante, c'est celle de Sue et Duvansky en 1995, qui d'abord ont fait remarquer qu'il y avait tellement plus de données sur les stations qui contribuaient au bulletin ISC. Là, ils avaient à l'époque 2335 stations, qu'il n'y avait à l'époque de stations large bande, maintenant il y en a beaucoup plus, et en plus que ces stations ne donnaient pas de couverture dans les zones polaires. Or, pour avoir les trajets qui se propagent parallèles à l'axe de rotation, il nous faut avoir des observations aux hautes latitudes. Donc, ces auteurs ont préféré prendre la grande quantité des données ISC et ils ont mis au point une façon de moyenner qui permettait de réduire les erreurs de mesure et de mettre en valeur le signal qui pourrait être lié à cette anisotropie cylindrique, donc où il y a une symétrie par rapport disons, à un axe qui serait l'axe de la vitesse, l'axe rapide de l'anisotropie, et qu'on pensait être l'axe de rotation de la Terre. Et donc, dans cette géométrie, ici, on a une vue sur un méridien, donc ça c'est l'axe de rotation de la Terre, l'angle xi qui mesure l'angle par rapport à l'axe de rotation de la Terre du ray dans la graine. Le ray dans la graine, c'est presque une droite. Et on peut donc moyenner sur l'ensemble de ces zones grises ici, qui sont donc paramétrisées par l'angle xi, la distance au centre, c'est-à-dire la profondeur de pénétration du ray, qui est aussi la distance épicentrale. Plus vous allez à grande distance et plus vous pénétrez à l'intérieur du ray. Et si on moyenne sur l'ensemble de ces bandes qui ont un angle constant, une profondeur constante et aussi une longitude constante, on va renforcer le signal de l'anisotropie cylindrique. Ça, c'est la même chose, mais vue donc du dessus, donc une vue équatoriale. C'est l'intersection de ces bandes-là avec l'équateur, où on voit bien la dépendance ici en longitude, et ici le point, l'étoile ici marque le sinus de l'angle xi. Alors avec ce Moyen-Âge, enfin cette façon de moyenner, ils ont aussi distribué leurs données, ils les ont séparées en plusieurs distances épicentrales, plusieurs intervalles de distance épicentrale. Donc la distance épicentrale, encore une fois, c'est la profondeur de pénétration à l'intérieur de la graine. Et ils les ont dessinés ici en fonction de l'angle xi, qui est donné sur ici les cercles concentriques, ici l'angle xi 0 au centre et 90 le cercle extérieur, et en fonction de la longitude le long ici du cercle. Et donc on voit aussi la taille des anomalies, donc sont marquées à l'endroit qui correspond au ray moyenné considéré. Et vous voyez qu'on obtient des anomalies les plus larges donc pour des angles xi faibles, donc pour des valeurs de l'axe, pour des trajets qui sont presque parallèles à l'axe de rotation, mais qu'ils sont un peu excentrés. C'est-à-dire qu'on voit que le maximum n'est pas tout à fait au pôle Nord. Et donc, ils ont calculé les coordonnées de l'axe qui convenait le mieux à leur distribution d'anomalies pour avoir l'axe rapide de l'anisotropie. Ils ont trouvé une latitude de 80 degrés, une longitude de 160 degrés est. Et donc ils ont dit, voilà, l'anisotropie n'est pas complètement alignée avec l'axe de rotation. Alors, en même temps, la même année,
du point de vue dynamique, il y a eu un article qui a fait beaucoup parler de lui, qui concerne la modélisation de la dynamo, donc du mécanisme qui engendre le champ magnétique dans le noyau. Et on faisait depuis un certain temps des modèles numériques de la dynamo qui sont des modèles extrêmement complexes parce qu'il faut tenir compte du champ magnétique, de la gravité, de la rotation. Il y a des couches limites très fines qu'il faut pouvoir résoudre. Et donc, c'est un problème extrêmement complexe qui, à l'époque, était à peine, disons, à la limite de ce que pouvaient faire les ordinateurs de l'époque. Mais Glatz-Mayer et Roberts ont réussi à construire un modèle numérique de la dynamo en 3 dimensions qui avait des particularités très intéressantes. D'abord, il était capable de maintenir le champ magnétique pendant plus de 40 000 ans, ce qui n'avait pas été fait jusque-là, c'est-à-dire que tous les modèles des dynamos s'annulaient assez rapidement. Et aussi, ils ont observé pour la première fois une inversion du champ magnétique. Ça, c'est encore une caractéristique du champ magnétique terrestre, c'est qu'il s'inverse en moyenne tous les 500 000 ans, parfois un peu plus rapidement, parfois un peu plus lentement. Et c'était aussi une caractéristique importante que les modèles de dynamo n'arrivaient pas à obtenir. Mais pour ce qui nous concerne, pour l'instant, aujourd'hui, ce qui était le plus important, c'est que ce modèle a prédit une rotation différentielle de la graine de environ 1 degré par an. Donc, ce qui sortait du modèle, c'est que la graine avait une rotation donc, autour de l'axe de rotation qui était en fait plus rapide que celle du manteau, d'environ 10 puissance moins 9 radians par seconde. Et donc ça, c'était une observation intéressante. On pouvait concevoir que c'était possible dans la mesure où la viscosité de la graine n'était pas, on ne pensait pas qu'elle était très, très forte. Donc ça, c'est juste pour illustrer. Cette figure est devenue célèbre parce qu'elle a fait la couverture de la revue Nature. Et donc là, c'est simplement les lignes de champ magnétique. Celles qui sortent de la graine sont en bleu et celles qui entrent en jaune. Et donc ces 3 époques de leur calcul, 9000 ans avant l'inversion du champ, où on voit bien le caractère dipolaire du champ magnétique. Pendant l'inversion, les choses se compliquent. Et après l'inversion, où ils ont arrêté leur calcul, ils retrouvent un champ magnétique, mais avec les pôles inversés. Un champ magnétique dipolaire, mais avec les pôles inversés. Donc ça a beaucoup inspiré les sismologues. Ça a inspiré en particulier Song et Richards en 1996, qui se sont dit, mais essayons de voir si on peut détecter cette rotation différentielle de la graine, puisque c'est 1 degré par an, on doit pouvoir, sur quelques décennies, déceler des variations. Et donc, la motivation, c'était cet article de Glatz-Mayer et Roberts. Et l'idée, c'était d'exploiter le fait que l'anisotropie dans la graine avait un axe de symétrie qui était incliné par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Donc les résultats de Su et Dumansky qui venaient d'être publiés. Et en plus, donc, ils ont cherché des données qui pouvaient être utiles. Et la station College dans l'Alaska, donc c'est à des latitudes, je ne sais plus exactement combien, mais c'est certainement plus de 60-65 degrés nord, est une station qui existait depuis très longtemps. Il y avait en 1996 14 ans d'enregistrements digitaux de bonne qualité et en plus une très grande collection, plus de 18 ans d'enregistrements analogiques, donc d'enregistrements sur papier du réseau précédent, du réseau global précédent qui était le Worldwide Standard Seismic Network, qui avait été installé au début des années 60 dans le monde entier par les USA. Donc ils disposaient de plus de 30 ans de données qu'ils pouvaient utiliser pour ces fins. Et puis en plus, c'était une bonne station parce qu'elle était dans des latitudes polaires et les trajets provenant des îles du South Sandwich, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, vous savez, c'est Sandwich, d'accord. Je croyais qu'il y avait un nom spécial. Vers cette station sont donc des trajets quasi polaires
et qui donc sont très sensibles à l'anisotropie, où l'effet de l'anisotropie sera très fort. Donc l'idée, c'est que si vous avez une rotation différentielle de la graine et l'axe de l'anisotropie n'est pas parallèle à l'axe de rotation, si vous considérez un trajet fixe, donc un trajet fixe dans le manteau, une station fixe et une source fixe, alors c'est là qu'il va y avoir le problème. Donc mais supposons que vous ayez un trajet, le même trajet que vous pouvez observer pendant 30 ans. Pendant 30 ans, la rotation de la graine va faire que l'anisotropie, la façon de percevoir l'anisotropie par ce ray va changer, et donc le temps de propagation va évoluer. Alors que ce soit ici un modèle d'anisotropie tout simple avec tous les cristaux de fer alignés dans l'axe de symétrie, donc ça donnerait au bout de 10 ans ou 15 ans une situation comme celle-ci, donc un changement et donc un allongement du temps de parcours. Et par contre, si l'anisotropie est plus complexe, on devrait pouvoir voir la même chose. Donc, ils ont, encore une fois, les ondes étudiées, ce sont les ondes DF, les PKP-DF qui traversent la graine, et référées aux ondes PKP-BC et AB qui, elles, traversent le noyau externe. Et donc, on suppose que celles-ci ne sont pas affectées par les structures qui changent avec le temps. Donc ça, c'est la géométrie de South Sandwich jusqu'en Alaska. Et donc ici, alors il fallait trouver, la station c'était la même, mais il fallait trouver des événements séparés par le plus grand nombre d'années possible, mais qui soient vraiment localisés au même endroit. Alors ça a donné lieu au concept, il y avait le concept de doublet de séisme. Un doublet de séisme, ce sont deux séismes qui ont eu lieu très, très proches l'un de l'autre, de manière à ce qu'on puisse considérer qu'ils ont eu lieu au même endroit. Alors ici, donner un exemple, ce n'est pas un exemple parfait, mais un exemple sur donc, le premier événement, c'était en 1967, le deuxième en 1982, donc 15 ans d'écart. La distance épicentrale pour la station College diffère de 0,04 degrés seulement. Il y a quand même une petite différence de profondeur entre les séismes, mais ils ont calculé que même s'il y a une distance de 50 km donc entre les sources, qui pourrait être due à la différence de profondeur et un petit écart sur l'épicentre, ça devrait donner un écart de 0,3 secondes en 28 ans. Or, l'écart observé est de 0,4 secondes, ce n'est pas en 5 ans, mais en 15 ans. Là, il manque un 1. Donc vous voyez ici, ils ont aligné ils ont essayé d'aligner sur les phases BC et AB qui ne devraient pas changer avec le temps puisqu'elles ne sont affectées que par le manteau et le noyau externe qu'on suppose liquide. Par contre, vous voyez ici un écart sur l'ADF assez important. Bon, c'est peut-être pas une donnée très convaincante. Il y en a des meilleures, comme on va le voir plus tard, qui ont été trouvées plus tard. Ainsi, ils ont pu mesurer sur un certain nombre de doublets, comme ça, de séismes, les écarts, donc rapportés soit à la phase BC, soit à la phase AB, donc les deux autres phases du noyau, mais qui ne passent pas par la graine. Et ils ont regardé les résidus de temps de propagation pour cette paire de phases, comparée à celle de AB-BC. Alors AB-BC peut être affecté par toutes les erreurs de localisation, de mesure, etc., mais ne sera pas affecté par une variation du temps de propagation due à la rotation de la graine. Par contre, s'il y a une rotation de la graine, on verra quelque chose sur BC-DF. Alors ici, vous voyez que les données les plus récentes de leur travail, là, de 92 à 95, sont données par des croix, et dans la BC-DF, systématiquement, elle montre des résidus plus élevés que celles des époques précédentes, 67 à 75 en triangle et en rond 80 à 85. Donc, bon, c'est quand même assez net. Si vous faites la moyenne de ces données-là, elle s'écarte de quelques dixièmes de seconde de la moyenne des autres données. Par contre, quand vous regardez AB-BC, il n'y a pas
de distribution systématique, les croix sont à peu près se distribuent au milieu des triangles et des ronds. Donc ça a été leur argument pour dire qu'il y avait vraiment un effet systématique sur l'ADF. Et donc voici leurs résultats. Donc, donc sur leur de 68 à 96, donc sur presque 30 ans de données, les diverses mesures qu'ils ont faites, et on voit en moyenne un accroissement du temps résidu BC-DF, donc un DF de plus en plus rapide, de l'ordre de 0,2-0,3 secondes. Ce qui n'est pas très grand, il faut le dire, mais donc suivant, d'après, ça c'est les barres d'erreur qu'ils ont calculées sur leur moyenne, les moyennes c'est les triangles, et donc ils en déduisent en prenant un axe de symétrie qui est celui de Su et Jivonsky, je pense, une rotation différentielle vers l'est, donc la graine aurait une rotation plus rapide que le manteau de 1,1 degré par an. Alors ça a été publié en juillet ou août 1996, et en décembre de la même année, Su et Jivonsky reprenaient leur étude, donc celle-ci basée sur des données complètement différentes, puisque les données de Song-Richards, c'était un trajet particulier entre les îles South Sandwich et une station, la station de College. Et Su et al., c'est en prenant toutes les données ISC, donc sur les années, c'est pareil, de 64 à 92. Et encore une fois, ils ont donc, c'est toujours la même représentation où ils ont moyenné pour renforcer le signal de l'anisotropie cylindrique, et ils voient les anomalies les plus importantes décentrées. Et le point montre la localisation de l'axe de l'anisotropie qui change, on ne le voit pas très très bien, mais qui change un peu avec le temps, donc de 60, en prenant des moyennes sur plusieurs années. Et donc là, ils ont aussi donc, confirmé les résultats de Song et Richards. Ici, c'est la variation de l'axe du point sur la sphère, de l'axe de symétrie de l'anisotropie, donc en fonction du temps, sa longitude et sa latitude. C'est une très mauvaise figure, je suis désolée, je n'ai pas pu faire mieux. Ce sont des articles qui sont déjà suffisamment anciens, qui ont été scannés, et ce n'est pas facile de faire mieux. Donc là, vous voyez un peu des fluctuations dans la latitude, mais une latitude décroissante de plusieurs degrés sur ces 25 années. Et la longitude aussi a des variations. Et les droites qu'ils ont, donc, qui représentent leur moyenne de la rotation différentielle de la graine, ne tient pas compte de ce point-là, mais ils notent tout de même que ce point-là, donc autour de 70, correspond à une époque où il y a eu un saut magnétique dans le noyau, donc observé à partir des données magnétiques, on en reparlera plus tard. Il y a ces sauts qu'on appelle des jerks, je ne sais pas en français, je crois que c'est des sauts magnétiques qu'on ne sait pas très bien, dont on ne connaît pas très bien l'origine, mais dont on a observé 4 ou 5 pendant les dernières 30 ou 40 années. Et donc ils ont quand même fait remarquer peut-être que ça avait quelque chose à voir avec ça. En tout cas, ce qui est important à noter, c'est que la rotation différentielle qu'ils ont trouvée, eux, est plus importante, de 3 degrés par an, aussi vers l'est, alors que ce que Song et Richards avaient estimé 1 degré par an. Bon, déjà, une différence importante. Alors, ça a stimulé, bien sûr, de nombreuses discussions, et en particulier la question, est-ce que la rotation différentielle de la graine est possible du point de vue dynamique? Et si elle est possible, quelles conséquences, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, en principe, on pense que les anomalies de masse, donc les hétérogénéités latérales dans le manteau, donc, qui sont aussi des hétérogénéités de densité, vont induire des perturbations du champ de gravité qui elles-mêmes donc déforment les équipotentiels, qui, si la Terre était un fluide en rotation, seraient des ellipsoïdes. Et elles déforment les équipotentiels, et en particulier celles de la graine.
Et on peut estimer que, étant donné ce qu'on sait des hétérogénéités latérales dans le manteau, ça pourrait induire de l'ordre de 100 mètres de variation radiale de l'équipotentiel de gravité à la limite entre la graine et le noyau externe. Mais comme on sait qu'en moyenne, la surface de solidification, qui est donc l'ICB, la limite graine, noyau liquide, c'est la surface de solidification du fer aux pressions et températures correspondantes. Et parce qu'on pense qu'il y a équilibre isostatique et thermodynamique. Donc, s'il y a une rotation de la graine hors de cet équilibre, ça va entraîner une force de rappel importante qui va qui va avoir pour conséquence d'immobiliser la graine. La graine va avoir beaucoup de mal à faire une rotation en dehors de son état d'équilibre. Donc le calcul qu'avait fait Buffett, c'est que la force de rappel, ce serait de l'ordre de 10-21 Newton-mètre comparé à la force électromagnétique exercée par la dynamo qui est plus faible. Et donc, en principe, la graine est couplée par gravitation au manteau et donc elle ne devrait pas s'écarter, du moins pas à des vitesses aussi rapides, puisque les mouvements dans le manteau, les déplacements de masse dans les manteaux se passent à quelques centimètres par an, donc à très faible vitesse. Donc, il en a conclu que si on observe effectivement une rotation différentielle, ce n'est possible que si la graine peut se déformer, et donc sous l'effet de cette force au cours de celle-ci, et donc il en a déduit, en résolvant une équation toute simple, une estimation de la viscosité de la graine qui serait de l'ordre de 3 à 10 puissance 16 pascal seconde, ou un minimum de 10 puissance 14 pascal seconde si on conçoit que la déformation ne s'étend pas à toute la graine, mais seulement les couches superficielles de 100 km sous l'ICB. Donc ça, c'est le dessin de Buffett comme il concevait. Donc c'est une vue du haut, c'est une vue à partir du pôle Nord, vue sur un plan équatorial, du champ de vitesse qui serait induit par une déformation de la graine par rapport à sa position d'équilibre. C'est la partie de grande longueur d'onde qu'on appelle degré 2, toujours. Donc, voilà, ces calculs ont montré que la graine, si elle pouvait avoir une rotation, il faudrait qu'elle ait une viscosité relativement faible. Cette viscosité de 10 puissance 16 pascal seconde est en fait en bon accord avec des estimations faites de manière différente, par exemple à partir du facteur de qualité, donc de ces propriétés anélastiques de la graine qu'on peut mesurer sismiquement. Le facteur de qualité dans la graine, dans le modèle PREM, qui est donc été construit à partir des modes propres de la Terre et aussi des temps de propagation, est assez faible, de l'ordre de 85, et cette estimation-là est faite pour un facteur de qualité de cet ordre-là, de l'ordre de 100. Donc, il y a un ordre de grandeur de différence, mais enfin, vu les incertitudes sur toutes ces quantités à ces profondeurs-là de la Terre, c'est un accord pas trop mauvais. Il y avait d'autres, mais par contre, ça a d'autres implications. C'est que si la graine a une faible viscosité, ça implique que la taille des grains, donc des grains de matière, des grains de fer ou d'alliage qu'il y a dans la graine, ne peuvent pas croître, ne peuvent pas devenir très grands. À cause des déformations qui les en empêchent. Et donc, ça implique une taille de grain relativement faible. 5 mm, c'est assez faible pour des grains. Et à cause des contraintes de déformation. Et il remarque que, donc ça c'est toujours Buffett, que la déformation ne favoriserait pas, dans ce cas-là, l'alignement des cristaux de fer HCP dans la direction de l'axe de rotation. Donc ça pose un problème, parce que l'explication qu'on avait trouvée pour l'existence de l'anisotropie dans la graine, c'était effectivement l'explication la favorite, c'était l'alignement des cristaux de fer sous leur forme HCP dans la direction de l'axe de rotation. Donc Buffett dit
il faut trouver une autre cause pour l'anisotropie de la graine. Alors, il y en a plusieurs possibles, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Je vais simplement mentionner un article assez intéressant de Singh et al. En 2000, qui a utilisé une théorie effective pour les milieux composites, où il a pensé que peut-être il pourrait y avoir des inclusions liquides, des inclusions fluides dans la graine, et de voir si en regardant un milieu effectif avec 3 à 10% d'inclusion fluide, il pourrait expliquer un certain nombre d'observations sismiques. Les observations à expliquer, c'est l'atténuation forte, le facteur de qualité de 85, les vitesses des ondes S faibles, aussi dans PREM, la vitesse des ondes S dans la graine, donc qui n'est connue vraiment qu'à partir des modes propres et de l'ordre de 3,5 km par seconde, et puis aussi l'anisotropie observée dans les ondes P. Et donc ils ont fait une étude montrant que s'ils incluent de 3 à 10% d'inclusion fluide de forme ellipsoïdale, alors ils ont regardé les paramètres de l'ellipsoïde, les deux axes, le grand axe et le petit axe, et ils ont montré qu'elle devait être alignée dans le plan équatorial et qu'elle devrait avoir, ces inclusions, une viscosité de 100 kg par mètre par seconde pour pouvoir expliquer les données sismiques. Alors, et donc, ils ont aussi proposé que la source des inclusions fluides, ça pourrait être donc une certaine texture dans la graine, et en particulier, ils ont fait remarquer que ça pourrait être des inclusions fluides pourraient être dues aux éléments légers, par exemple le soufre, qui, à ces pressions et à ces températures, pourrait être sous forme liquide. Donc, parce que dans la graine, il y a moins d'éléments légers que dans le noyau externe, mais il y en a quand même de l'ordre de 3%. Donc ça, je vais vous passer, c'est un dessin un peu compliqué, là, pour montrer ce qu'ils ont fait comme étude. Donc ils ont des ellipsoïdes qui ont un grand axe A, enfin un axe de rayon A et l'autre axe de rayon C le long de l'axe Z, donc de l'axe parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Et donc ils regardent, suivant donc le rapport C sur A, C sur A ou A sur C 10, donc c'est A sur C, oui. Qu'est-ce qui peut marcher pour expliquer l'anisotropie observée de 3%? Donc là, les flèches, ça montre combien, ici, ça c'est quelle fraction d'éléments fluides, de fluide il faut dans la graine. Donc, suivant qu'ils prennent un modèle de départ isotrope ou anisotrope, ils trouvent des résultats un peu différents. Mais pour expliquer à la fois l'anisotropie dans P et les vitesses relativement faibles des ondes S, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Ça, les vitesses sont faibles, elles sont plus faibles que ce qui est prédit par les expériences de physique des matériaux et aussi les calculs. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas complètement résolu le problème de la vitesse des ondes S dans la graine. J'en parlerai dans mon cours de la semaine prochaine. Donc ça, c'était pour les ondes polarisées SV, et là, les ondes polarisées SH. Mais en gros, il leur faut un rapport A sur C supérieur à 1 pour expliquer les données et être en accord avec les observations sismiques. Ça, c'est l'anisotropie en P qu'ils obtiennent en P et en S. Donc en P, c'est ici, en fonction de l'angle, donc par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Qu'ils comparent à donc ça c'est leur calcul à eux, donc cette théorie des milieux effectifs, et un autre calcul donc de physique des matériaux à part des propriétés du fer HCP, donc par le calcul. Donc ils montrent ils prédisent une anisotropie en S très grande, de l'ordre de 15 à 20%. Plus grande que celle prédite par cette étude-là. Mais ça, j'en parlerai aussi, je pense, la semaine prochaine. Cette étude-là a été faite à température ambiante, et en fait, les résultats, plus tard, ont changé considérablement quand ils ont pu faire les calculs à haute température. Donc, en conclusion de cette étude-là, c'est quand même une étude intéressante,
disons, de concevoir l'idée qu'il peut y avoir des inclusions fluides dans la graine, et donc il pense que des inclusions fluides qui seraient allongées le long de l'équateur et de viscosité 100 pascal seconde, qui expliqueraient les données d'anisotropie en P, les vitesses faibles et l'atténuation faible. Par contre, et donc ils ont aussi dit que c'était valable pour la partie externe de la graine, qui est la partie où on observe le mieux l'anisotropie. Ils prédisent une anisotropie en S forte de l'ordre de 20%, quelque chose qu'il faut garder en tête si jamais on arrive à vraiment bien observer les ondes PKJKP. Et donc, ceci, je vous ai déjà dit, l'explication pour la possibilité d'avoir des inclusions fluides dans la graine. Température de fusion des éléments légers plus faible que celle du fer, et effet de la rotation de la Terre. Et puis en plus, si la viscosité de la graine est assez faible, ça pourrait favoriser la convection. Mais il y a un problème très important dans cette théorie, c'est que d'abord, ils sont déjà obligés d'avoir, pour expliquer l'anisotropie en P, en fait, ils sont obligés d'avoir une anisotropie, partir d'un modèle qui a déjà de l'anisotropie avec des cristaux de fer alignés. Je ne vous ai pas montré les détails, mais enfin, ça, c'est un peu un problème parce que, ils rajoutent donc les inclusions fluides en plus des cristaux de fer. Et les prédictions sont en contradiction avec les observations d'anisotropie en atténuation, parce qu'on observe aussi l'anisotropie en atténuation, et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc, voici, ça c'est une étude que j'avais faite il y a 15 ans avec Annie Souriau. Vous avez ici des observations de ces ondes du noyau, donc les PKP-DF et la PKP-BC, à diverses distances, mais tout autour de 150 degrés, donc à peu près à la même distance en fait. Et mais à des angles différents par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Donc ici, c'est des trajets avec un angle de 23,7 degrés, donc assez polaire. C'est l'observation de Sandwich à la station Norilsk qui est en Sibérie. Et ensuite, on voit ici deux observations très polaires, une observation à 30 degrés, mais sur un trajet complètement différent, pas des îles South Sandwich, et un angle un peu plus fort, et 38 degrés ici, et 75 degrés, donc une observation plutôt équatoriale. Vous voyez, la forme des ondes change parce que c'est des séismes différents, donc il y a la signature de la source dans cette forme, mais quand on aligne sur la BC, on voit que quand on va de équatorial à polaire, la DF s'écarte de plus en plus de la BC, même si on est à peu près à la même distance. Donc ça confirme, disons, la variation de la vitesse des ondes P en fonction de l'orientation par rapport à l'axe de l'orientation du trajet par rapport à l'axe de rotation de la Terre, ou d'un axe proche de l'axe de rotation de la Terre. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que ici, pour les trajets équatoriaux, on a une amplitude relative de la DF par rapport à la BC assez importante. On voit très bien l'onde DF. Et plus on va à des trajets polaires, et plus cette onde est atténuée, jusqu'à être vraiment presque impossible à voir. Et donc, on a aussi une anisotropie en atténuation, avec des atténuations fortes le long des trajets polaires et des atténuations plus faibles le long des trajets équatoriaux. Donc ça, c'est une observation intéressante. Donc ça c'est les mesures qui ont été faites à partir de ces données. C'est des données qui ont été faites où les points bas des raies sont sous l'Afrique, parce qu'on a des trajets qui permettent d'échantillonner un grand nombre d'azimuts différents, donc ce qui est important quand on veut regarder de l'anisotropie. Ici, vous avez les temps observés, donc rapportés à l'onde BC, comme on fait d'habitude, en fonction de l'angle, on l'appelle θ ici, mais c'est le même que ce que j'appelais xi avant. Et donc vous voyez des résidus qui deviennent beaucoup plus grands
Donc là, ils sont positifs parce qu'on a rapporté ABC, hein, c'est DF qui devient de plus en plus rapide par rapport aux trajets équatoriaux. Et pour les amplitudes, c'est l'inverse. On a des amplitudes qui augmentent, un rapport d'amplitude qui devient de plus en plus grand lorsque le trajet devient plus équatorial. Et quand on dessine l'un par rapport à l'autre, on trouve une corrélation inverse, hein, c'est-à-dire des résidus plus élevés pour des atténuations ou pour une amplitude moins forte, donc une atténuation plus forte. Or, dans la plupart des roches, et tout ce qu'on sait de l'atténuation dans les minéraux qui ont été mesurés plutôt dans des circonstances qui s'appliquent au manteau supérieur de la Terre, mais certainement pas au noyau, on a deux possibilités. Soit des inclusions fluides où les vitesses faibles sont corrélées avec les atténuations fortes, toujours, hein, c'est-à-dire vous pouvez concevoir si vous avez des inclusions fluides, elles vont ralentir les ondes, mais aussi elles vont les atténuer. Et par contre, on peut observer, surtout dans les études des métaux, mais encore une fois pas aux pressions et températures qui correspondent à la graine, des cas où les vitesses faibles sont corrélées avec les atténuations faibles, qui est en accord avec les observations de la graine. Donc on pense plutôt à une anisotropie due aux propriétés cristallines, mais encore faut-il faire attention puisqu'il faut transposer tout ça aux conditions de la graine. Par contre, le modèle qui était proposé par Singh ne marche pas pour expliquer les observations parce qu'il serait plutôt dans ce cas-là. Alors, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à la rotation différentielle de la graine. Parce que ça nous a fait un peu diverger pour un peu voir qu'est-ce que ça pouvait avoir comme implication sur la graine, sur la dynamique de la graine et sa constitution. Mais revenons donc à la rotation différentielle de la graine. Alors évidemment, les premières détections ont suscité un intérêt très important et elles se sont appuyées toutes sur l'inclinaison de l'axe de symétrie de l'anisotropie par rapport à l'axe de rotation, donc ce travail de Su et Dziewanski en 1995. Mais Souriau et al. En 1997 montrent que cette inclinaison est illusoire. Ils montrent que, en fait, les erreurs dans les données peuvent expliquer ces excursions, les erreurs de mesure, les erreurs dans l'allocation des sources, et en particulier pour ce qui est des observations de South Sandwich en Alaska, donc qui dominent les données polaires. Ils font remarquer que ce trajet est très compliqué et c'est un trajet qui correspond à des fortes hétérogénéités dans le manteau, puisqu'il y a des zones de subduction aussi bien en Alaska que dans les îles South Sandwich. Et donc on peut penser que si les sources donc des doublets ne sont pas exactement au même endroit, l'effet des hétérogénéités sera très fort et va créer, peut donner des biais systématiques. Alors ça, je voulais vous montrer parce que c'est quand même quelque chose qui nous pose encore des problèmes pour expliquer, pour l'interprétation de ces données en termes d'anisotropie de la graine. Ici, c'est donc un ensemble de données que j'avais rassemblé avec un étudiant il y a 10 ans, où on voit, alors c'est toujours PKP BC-DF, on voit les trajets polaires, donc en fonction de l'angle xi, les trajets polaires, à l'époque, très peu de mesures pour des angles très très faibles. D'une part, à cause de la géométrie, il n'y a pas de séisme au pôle Nord, et très peu de stations aussi dans les régions polaires. Il y en a un peu plus de nos jours. Il y a eu beaucoup de stations qui ont été installées en Antarctique en particulier, mais aussi parce que comme ces ondes-là, les ondes DF sont très atténuées sur les trajets polaires, les mesures sont très difficiles, sont très bruitées. Mais ce que vous voyez, ici c'est différents ensembles de données de différents auteurs qui sont à peu près en accord pour montrer que aux angles si forts, donc les trajets presque équatoriaux, il y a très peu d'anomalies et une anomalie qui augmente avec
alors que l'angle xi diminue. Mais il y a des anomalies très très fortes ici qui correspondent justement au trajet South Sandwich à Alaska, qui en fait, elles, ne peuvent pas être expliquées par de l'anisotropie simple dans la graine, puisque une anisotropie simple donnerait une courbe plutôt comme ça. Et jusqu'à présent, disons, les sismologues se creusent la tête pour savoir d'où ces anomalies peuvent provenir, parce que c'est énorme. 4 secondes à mettre dans le manteau, à cacher dans le manteau sur des ondes P, c'est pratiquement impossible. Et donc on préfère mettre ça sur le compte de l'anisotropie de la graine, mais ça donne des modèles très complexes. Il y a une autre possibilité, je ne pense pas que j'aurai le temps de vous en parler, que moi j'avais travaillé là-dessus aussi, j'avais proposé que peut-être ces anomalies étaient en fait dans le noyau externe, dans le cylindre tangent à la graine, c'est un cylindre qui est construit donc avec des côtés parallèles à l'axe de rotation de la Terre, et ce cylindre sépare deux régions du noyau externe, l'intérieur et l'extérieur, où les modèles dynamiques montrent une convection assez différente à l'intérieur et à l'extérieur. Mais cette explication qui pourrait expliquer 4 secondes assez facilement, si on met une concentration d'éléments légers un peu plus forte dans le cylindre tangent par rapport à l'extérieur du cylindre tangent, on peut obtenir des variations de vitesse entre l'intérieur et l'extérieur du cylindre tangent de l'ordre de 0,5 km par seconde. Et ça suffit pour expliquer ces données-là. Par contre, il faudrait qu'il y ait des anomalies de densité correspondantes, de l'ordre aussi de 0,5%. Or ça, c'est exclu par les modèles dynamiques actuels du noyau externe. Donc ça reste une énigme. Alors revenons, donc Souriau a montré que ces anomalies, donc en fonction du temps, que vous voyez Song-Richards, que je remontre ici, il faudrait les voir aussi sur d'autres trajets. Et donc ils ont assemblé, en fait d'autres auteurs ont assemblé d'autres données. Ici c'est donc un séisme, ou plutôt je pense des explosions nucléaires de Novaya Zemlya jusqu'à la station de Dumont-d'Urville en Antarctique, donc aussi un trajet polaire, et rien, aucune variation vraiment visible en fonction du temps. Et Lee et Richards, c'est le même Richards d'ailleurs que Song et Richards qui en est venu à un peu douter de leurs premières observations, a aussi regardé Novaya Zemlya à une autre station antarctique et n'a pas trouvé d'anomalie. Donc voilà. Alors ensuite, Souriau a repris la méthode des doublets, et donc là, ça c'est un dessin qui explique bien comment ça marche, c'est-à-dire que si vous avez un séisme et donc observant la phase DF et la phase BC et la phase AB, les 3 phases du noyau, un séisme de référence, un autre séisme qui serait à une distance d delta du premier, mais sans rotation de la graine. Si vous alignez sur BC, vous aurez un écart sur DF, mais vous aurez aussi un écart sur AB, simplement dû au changement de localisation. Par contre, si l'effet est s'il y a une rotation de la graine et que les sources sont au même endroit, ou même un peu décalées, d'ailleurs ça marche encore, vous verrez la BC et la AB arriver au même temps, et par contre la DF sera décalée. Donc ça leur a permis de calibrer un peu ce qu'on devrait pouvoir observer. Donc s'il n'y a pas de rotation de la graine, ils déterminent ce qu'ils appellent une bande d'erreur de localisation, en dessinant ici ce qui pourrait donc prédire de temps différentiel AB moins BC, donc qui ne passe pas du tout dans la graine, par rapport au temps différentiel BC moins DF. Donc ils obtiennent
Ici, c'est ils ont regardé dans un volume autour de 50 km autour d'une source de référence. Ils obtiennent donc des erreurs, des temps différentiels de cette ampleur-là sur les BC-DF par rapport à AB-DC. Au contraire, s'il y a une rotation de la graine, ils estiment qu'on devrait, dès qu'il y a un écart de 0,1 seconde, et bien sûr plus s'il y a des écarts produits par la rotation de la graine plus grands, ils devraient bien pouvoir les voir en dehors de cette bande de localisation. C'est un signal qui devrait être visible de cette manière-là. Et donc là, ils ont appliqué cette méthode aux doublets qui avaient été rassemblés par Song et Richards, qui sont les points noirs, tous les symboles noirs ici, et donc ils les ont séparés entre les vieilles données qui sont beaucoup moins précises puisqu'on devait regarder sur papier, numériser sur papier. Il y a eu aussi des changements d'instrumentation, etc. Et ici sur des événements, des doublets plus récents. Et ils trouvent que, en fait, ils tombent tous pratiquement dans la bande de localisation, qu'il est difficile de vraiment dire qu'on peut résoudre une rotation différentielle de la graine, puisque en particulier, ils tombent de part et d'autre de cette bande, alors que s'il y avait une rotation de la graine, ils seraient tous du même côté. Donc voilà, autant sur la rotation de la graine de cette époque-là, mais il y a eu des rebondissements nombreux. En 2005, Zhang et al., c'est un étudiant de Song, donc du premier auteur du premier article, a repris, ils ont cherché, ils ont fait des recherches importantes pour trouver des bons doublets, donc deux séismes ayant eu lieu pratiquement au même endroit. La façon dont on les reconnaît, c'est que leurs formes d'ondes sont vraiment très très proches sur l'ensemble du sismogramme. Donc ici, il y en a un très beau, puisqu'on l'a d'ailleurs utilisé nous-mêmes ensuite pour autre chose, je vais vous montrer. C'est un événement en 1993 et un en 2003, donc séparés dans le temps de 10 ans, à peu près la même magnitude, et vraiment très, très proches. On estime que la séparation des hypocentres est dans la direction verticale de 100 mètres et de moins de 1 km horizontalement, donc vraiment très, très proche. Et ici, c'est la comparaison donc alignés sur BC, la comparaison des enregistrements à une station en Alaska, donc c'est 2 séismes encore dans les South Sandwich, où vous voyez que la BC est bien alignée, la B est bien alignée, il y a un peu une différence d'amplitude, mais ça peut s'expliquer par la différence de magnitude. Et par contre, les DF sont un peu décalés. Donc ça, c'est ce qu'on fait de mieux comme doublet et qui effectivement montre un petit écart sur la DF. Et donc ils en ont déduit, donc ils ont rassemblé un certain nombre, 18 doublets, et ici donc ils montrent les trajets correspondant c'était observé à la station College en Alaska, mais aussi sur un réseau entier de stations en Alaska. Ici, c'est une coupe verticale montrant ces différents disons, trajets qu'ils ont. Et aussi, la taille du symbole représente l'anomalie pour montrer qu'il n'y a pas une variation systématique qui pourrait être attribué à de la structure dans le manteau. Et ça, c'est le résultat, encore une fois, en fonction du temps. Donc, sur 35 années maintenant de données, le temps BC-DF avec cumulativement de l'ordre de 0,3 secondes sur 35 ans, ce qui correspondrait à une rotation de la graine de 0,3 à 0,5 degrés par an, donc vers l'est. La graine a une rotation plus rapide que le manteau. Vous voyez que tout d'un coup, on est passé d'abord de 1 degré par an à 3 degrés par an et maintenant de 0,3 à 0,5 degrés par an, donc ça varie très rapidement. Alors, là, je vais vous parler un peu de cette étude-là, qui est une de mes études avec mes étudiants. Nous avions repris
le même doublet de 1993 à 2003, mais nous avons regardé des ondes très différentes. Donc c'est quand même les mêmes doublets. On voit ici, ça c'est une représentation de leur mécanisme à la source, hein, l'orientation de la faille sur laquelle a eu le séisme, et le trajet qui va au Canada, c'est le réseau de Yellowknife, une distance de 137 degrés. Donc, et on s'était intéressé à l'onde réfléchie sur la graine, la P grand K, petit i grand K grand P. Ça, c'est un diagramme de radiation à la source qui montre que le trajet qu'on regarde est juste dans le lobe où il y a le plus d'énergie pour ces ondes-là, hein, c'est pour ces ondes P du noyau, et donc qui nous assure un bon signal sur bruit. Ça, c'est le réseau de Yellowknife, hein, qui est un réseau très dense sur une centaine de kilomètres d'ouverture. Là, c'est pour vous montrer la qualité de ce doublet, c'est vraiment tout à fait remarquable. Et donc, pour regarder sa qualité, on a regardé dans dans l'intervalle de temps qui correspond à l'onde PP. Donc, c'est une onde du manteau. C'est l'onde qui s'est réfléchie une fois à la surface de la Terre. Et là, on a dessiné en bleu le séisme de 93, en rouge le séisme de 2003. Et vous voyez qu'ils sont vraiment, ça c'est les données brutes. Il y a toutes les stations de Yellowknife, et ça c'est la somme des traces. Et on ne voit vraiment aucune différence, ni pendant l'arrivée, ni avant, ni pendant l'arrivée de PP, ni dans la coda de PP. Donc vraiment avec un coefficient de corrélation de plus de 0,97. Donc on est assez assuré que ces séismes sont vraiment très très proches l'un de l'autre. Donc ça c'est simplement pour la même chose, on montre la trace sommée sur l'onde PP. Pour regarder dans les détails, il faut aller à relativement haute fréquence, à une fréquence de plus de 2 Hz pour commencer à voir des différences. Et voilà, ça c'est donc les ondes filtrées, vous voyez, jusqu'à 2 Hz, on suit très bien, et on commence à avoir des différences à plus de 2 Hz. Et ce qui est remarquable, c'est que maintenant, si on regarde donc la PKP-DF, donc l'onde réfractée dans la graine, elle va dans la graine, ne pénètre pas très profondément parce qu'on est à une distance relativement faible, seulement 137 degrés, et derrière elle, l'onde réfléchie, PK petit i KP. Hein, donc ces deux ondes ont des trajets extrêmement identiques partout dans le manteau, dans le noyau externe. Elles ne divergent que juste autour du point de réflexion de la PKI-KP et la DF, donc pénétrant dans le noyau. Quand vous comparez les formes d'ondes, vous voyez que les formes d'ondes de la DF se ressemblent pas mal, mais quand vous regardez sur la forme d'onde PK de l'onde réfléchie, elles varient considérablement. L'onde est bien plus atténuée pour le séisme de 1993 que celle de 2003. C'est visible à l'œil nu, et c'est bien sûr encore mieux visible sur les traces sommées. Donc ça, c'est les traces sommées. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a coupé, on a inversé la polarité, puisque la polarité de l'onde réfléchie est inverse de la polarité de l'onde réfractée. Donc pour regarder la forme d'onde, comparer les formes d'onde, on les a inversées. Donc la DF pour 93, l'onde réfléchie et les ondes correspondantes pour 2003. Vous voyez que la DF n'est pas très différente. Bon, il y a quand même des petites variations, mais elles sont faibles. Par contre, l'onde réfléchie est elles sont extrêmement dissimilaires. En fait, le rapport d'amplitude entre la DF et l'onde réfléchie est de 2,3 en 1993 et de 0,7 en 2003. Est-ce que c'est ça ou c'est l'inverse? Ça doit être... Non, c'est bien ça. 2003 est moins anormal. Et si on compare les ondes réfléchies entre elles, il y a un facteur 7 d'amplitude entre les deux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien concentré. Alors, à quoi ça pourrait être dû? Donc on compare, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des variations du facteur de qualité. Alors qu'est-ce qu'on peut prévoir qu'est-ce qu'on peut calculer comme facteur de qualité? On peut calculer un facteur de qualité même très grand,
dans la graine, un facteur de qualité de 445, qui est un peu la limite supérieure pour les ondes P. Et ici, c'est donc les rapports d'amplitude DF, ondes réfléchies, pour différents modèles de Terre. Et ça, c'est pour le séisme. C'est pour donc un facteur de qualité de 445. Et si on prenait un facteur de qualité infini, on aurait ces courbes-là. Et ça, c'est les rapports d'amplitude pour les deux séismes, 2003 et 1993. Donc celui de 93, on ne peut pas du tout l'expliquer, même avec un facteur de qualité infini. Donc on en déduit que c'est celui-là qui est vraiment anormal, alors que celui de 2003, il est à peu près normal. Donc, les causes possibles de ces variations d'amplitude qu'on a pu écarter, je vous passe les détails. Ça ne peut pas être dû à la fonction temporelle de la source, ça aurait pu l'être, mais on peut montrer qu'elles sont suffisamment semblables pour que ça ne soit pas le cas. On pourrait avoir une perturbation par un autre séisme, un petit séisme local qui se serait caché dans la forme d'onde, mais on a bien vérifié les catalogues et ce n'est pas le cas. Donc ça pourrait aussi être des phases cachées, donc des phases par exemple réfractées dans le manteau, diffusées, mais on a pu montrer que ce n'était pas le cas. On a pu montrer que les ondes arrivaient bien sur le trajet sur le grand cercle. Il y a les variations de temps différentielles sont par contre très petits, moins de 0,1 seconde, qui serait peut-être suffisant pour expliquer une rotation différentielle de la graine, mais qui sont très petits par rapport au rapport d'amplitude, qui sont très grands, et que c'est le séisme de 93 qui est le fautif. Et donc, on en a déduit que c'est une hétérogénéité qui est près du point de réflexion sur la l'ICB qui affecte la phase réfléchie pour le séisme de 1993. On a pu exclure des variations latérales dans l'atténuation, et donc on en a déduit que ça pouvait être dû à une topographie de l'ICB. Donc ici, c'est pour montrer que ça ne peut pas être des variations de l'atténuation. C'est un modèle qui avait été proposé, un modèle à la surface de la graine. On peut s'attendre qu'il y ait une espèce de mélange de liquide et de solide, et Krasnoschenkov avait calculé les coefficients de réflexion qui pourraient s'en déduire pour les ondes PKI-Kp. Mais nous, on est dans un domaine de distance où on est déjà au-delà de l'angle critique, et l'effet de variation latérale, qu'on tombe sur une petite zone plutôt fluide ou solide, ne devrait pas avoir d'effet. Donc on en a déduit que c'est de la topographie qu'on a sur la limite, sur l'ICB, et on peut en déduire un peu la taille de cette topographie en regardant dans le spectre de l'onde PKI-Kp, donc dans l'espace des fréquences. On voit que l'onde réfléchie de 1993 est atténuée, surtout dans la bande de fréquence 1 à 3 Hz, ou 1 à 2 Hz surtout. Et donc, ça nous donne l'idée d'une longueur d'onde horizontale pour cette topographie qui serait de l'ordre de 10 km. Et par contre, la hauteur de la topographie, elle ne peut pas être très grande, puisque sinon on verrait des variations de temps d'arrivée importants. Et donc on a pensé que ça ne peut pas être plus de 500 mètres, donc un rapport entre la hauteur et la largeur de la topographie de l'ordre de 0,02, et qui pourrait bien produire par des effets de focalisation d'énergie et de défocalisation des anomalies d'amplitude supérieures à un facteur 2. Donc l'idée, c'est qu'on a une topographie sur la graine. Donc ça, elle est très amplifiée. Et si la graine est en rotation, en 93, on peut tomber juste en plein sur une bosse. Et là, l'énergie se trouve renvoyée dans de différentes directions. Donc, quand observée à une station particulière, elle sera très atténuée. Par contre, en 2003, la graine a déjà tourné. Donc là, c'est une vue du dessus, sur, disons, un plan équatorial. Et on est en dehors de la bosse.
Et là, l'énergie se retrouve avec une amplitude normale. Donc ça, c'est une possibilité. Et donc on en a déduit la rotation de la graine qui pourrait être possible avec ça, et on en a déduit que c'était de l'ordre de 0,15 degrés par an. Il y a bien sûr une autre interprétation possible, c'est qu'en fait, il y a une topographie variable sur la graine, et donc on aurait pu avoir une bosse en 93 qui aurait disparu due à la déformation de la graine. Et ça nous donne des contraintes sur la viscosité de la graine. On retrouve les chiffres donnés par Buffet de l'ordre de 10 puissance 16 pascal seconde. Mais en termes de rotation différentielle de la graine, on trouve quelque chose de très faible, de 0,12 à 0,15 par an. Donc, on se voit avoir des valeurs de rotation de la graine admissible de plus en plus faibles. Et en fait, il y a d'autres méthodes qui ont été utilisées depuis la première fois qu'on ait proposé cette rotation différentielle. On retrouve les méthodes de type mode propre. Ces auteurs-là, Lasker et Masters, ils ont regardé le splitting, donc les fonctions de splitting. Je vous avais montré ces espèces de cartes où on voyait à la surface de la Terre des zones plus rapides et des zones lentes à partir de chaque mode, qui représentait l'intégrale en fonction de la profondeur de l'effet de la structure sur le mode. Et donc en supposant que la structure du manteau reste la même, si la graine tourne, si l'on compare les mesures de splitting séparées par une vingtaine d'années, on va aussi avoir des effets, on va voir des différences. Et donc ils ont mesuré les différences en question sur un certain nombre de modes sensibles à la structure de la graine et du noyau. Et donc voilà, ils ont analysé chaque mode séparément et ont estimé la vitesse de rotation de la graine, différentielle de la graine admissible pour ces modes, et donc ils trouvent des valeurs assez différentes. Pour certains modes, la graine tourne vers l'est, pour d'autres modes, elle tourne vers l'ouest, et en moyenne, c'est plutôt 0, mais donc ils ont quand même rigoureusement, leur moyenne est de 0,13 degrés par an. Et voilà donc où on en est. Ça, c'est un grand tableau, je ne vous demande pas de le lire. Mais il y a eu énormément d'études, donc soit avec les ondes BC-DF, soit avec le splitting des modes propres. Donc vous voyez des études en 98, en 2003, etc. Et donc ça continue jusqu'à nos jours. Et les observations tournent autour de 0, c'est-à-dire qu'au début elles étaient de 1 à 3 degrés. Maintenant on est pratiquement sûr que ça ne peut pas être de plus de 0, moi je pense 0,2, 0,1, 0,2 degrés par an. C'est ce à quoi on en est là, et ça reste encore un sujet ouvert de savoir si la graine est vraiment, disons, contrainte par le manteau et ne bouge pas du tout, ou si elle peut osciller ou avoir une rotation dans le même sens en fonction du temps. Voilà. Donc, nous en venons maintenant, nous allons revenir un peu à l'anisotropie, donc, et parler de l'anisotropie et de l'hétérogénéité de la graine. Deux sujets encore importants, les variations avec la profondeur de l'anisotropie et les variations hémisphériques de l'anisotropie et de la structure. Donc ça, c'est, si vous vous souvenez, on avait parlé des variations avec la profondeur de l'anisotropie. Plusieurs auteurs ont montré que l'anisotropie devait augmenter avec la profondeur par l'étude des ondes PKP, donc DF. Et en 1996, nous avons fait une étude par partir des modes propres qui nous ont permis de regarder un modèle qui n'était pas à symétrie radiale, mais à symétrie axiale. Donc on s'affranchissait de la constance, enfin, d'avoir une structure où les rayons seraient constants avec
quelle que soit la position. Et on a trouvé un modèle d'anisotropie de la graine qui serait un modèle axisymétrique. Donc ici, c'est ce qu'on voit, on montre la vitesse des ondes P qui se propagent donc le long des trajets polaires. Ça, c'est l'axe de rotation. Voilà la vitesse des ondes P que verraient ces ondes donc dans la graine avec une zone centrale allongée. Alors c'était intéressant parce que ce genre de modèle était en bon accord avec un modèle de convection de degré 1 dans la graine. Si la graine... il avait été proposé un modèle de convection par Wenck et Jean Lose quelques années auparavant, un modèle de graine où il y aurait de la convection interne qui pourrait avoir cette forme qu'on appelle une forme de degré 1 avec des courants montant le long de l'axe polaire et descendant sur l'extérieur. Et si les cristaux de fer s'alignent sur ces lignes de champ de cette convection, on s'attendrait exactement à une forme de l'anisotropie qui ressemblerait à ça. Donc ça avait été une étude intéressante. Et on arrive avec un modèle comme ça, axisymétrique, donc un tout petit peu plus différent d'un modèle radial d'anisotropie, à mieux expliquer le splitting de certains modes, en particulier un mode très, très singulier, le modèle 3S2, qui est un mode qui a le plus grand, dont les restes sont écartés le plus anormalement et qui cause beaucoup de problèmes pour l'expliquer. Mais donc, vous voyez que ça c'est une représentation de l'écartement des raies observé et calculé dans les différents modèles. Un modèle axisymétrique permet de rabattre la correspondance sur la diagonale, ce qui est mieux par rapport à un mode variation radiale. Bon, enfin ça c'est une curiosité, mais le résultat le plus intéressant peut-être dans les années récentes, c'est la proposition faite par Ishii et Divansky en 2003, qu'en fait il y aurait au centre de la graine une structure différente, c'est-à-dire qu'il y aurait deux couches dans la graine avec une orientation d'anisotropie qui serait différente dans la couche centrale qui aurait à peu près 500 km de rayon. Et la façon dont ils ont... les observations qu'ils ont à l'appui de leur proposition sont les suivantes. Donc ici on voit les résidus, alors là c'est les ondes DF, c'est les temps de propagation absolue de DF, donc je pense, si je ne me trompe pas, c'est bien DF, et en fonction de l'angle xi, donc toujours l'angle par rapport à l'axe de rotation de la Terre, à différents intervalles de distance épicentrale. Donc, encore une fois, à des distances plus courtes, l'onde pénètre à peine dans la graine. Aux distances antipodales, elle passe par le centre de la graine. Et ce qu'on représente ici, donc les observations, ce sont les carrés noirs. Les prédictions pour un modèle constant d'anisotropie avec la profondeur sont données par les traits noirs. Là, je ne sais pas, ma légende n'est peut-être porte à confusion, mais en tout cas, les données sont fitées par un modèle d'anisotropie constante avec la profondeur et ça donne les lignes noires. Et tout ce qui est en gris, c'est les résidus. C'est-à-dire, quand on enlève ce modèle d'anisotropie constant, qu'est-ce qui reste? Et vous voyez qu'aux distances pas trop élevées, on explique vraiment bien les données. Il ne reste pas grand-chose. Par contre, quand vous arrivez aux distances antipodales, donc pour les raies qui traversent la graine par son centre, vous voyez qu'il reste quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a dans les données une espèce de fluctuation ici en fonction du cosinus carré de xi qui ne s'explique pas par l'anisotropie constante avec la profondeur. Donc il reste un signal. Et donc c'est ça qui les a amenés à proposer que l'anisotropie dans la graine profonde, qu'ils ont appelée innermost inner core,
la graine profonde. Et donc ça c'est encore montré, c'est la même chose montrée en plus grand, la comparaison entre l'explication assez bonne des données, même aux distances de 153 à 155 degrés, par rapport aux distances antipodales, où il reste ce signal. Alors évidemment, plus vous allez aux distances antipodales et plus le cosinus carré est grand, c'est-à-dire plus vous êtes polaire, plus xi est proche de 0, plus il y a d'erreurs, puisqu'on a très peu de données antipodales polaires. Donc ça, il faut prendre ça en compte quand même. Et voilà, donc ce qu'ils ont proposé, c'est que dans le centre de la graine, il y a une orientation différente de l'axe rapide de l'anisotropie. Et donc voilà les deux modèles en fonction de l'atténuation, en fonction de l'angle xi. Donc le modèle de l'anisotropie, donc des valeurs de la vitesse en fonction de xi, pour le centre de la graine et pour la partie externe de la graine. Donc assez différent. Donc nous avons testé ces modèles avec un de mes étudiants. Il y en a eu deux en fait. Il y avait un modèle de Ishii et d'Ivonsky, et ensuite la même année, un peu plus tard, par les modes propres. Donc toujours cette dichotomie entre temps de propagation des ondes de volume et étude des modes propres, qui ont en fait été des modèles très différents. Dans le cas de Béguin et Trampert, l'axe de symétrie de l'anisotropie est en fait dans le plan équatorial. Et c'est un peu plus compliqué pour le modèle de Ishii et d'Ivonsky. Donc ça, c'est dans divers domaines de distance épicentrale, encore une fois, les prédictions de ces deux modèles, qui sont assez différentes, en particulier dans le domaine intéressant des données polaires. Et derrière, en gris, ce sont des données que mon étudiant Emin Tsao a rassemblées. Donc il a mesuré lui-même à ces distances assez grandes, donc pour des raies se propageant très profondément dans la graine. Et en noir, ce sont les moyennes sur les données avec à la barre d'erreur. Et donc vous voyez que le modèle de Ishii et d'Ivonsky colle un peu mieux avec les données, au moins dans ce domaine de distance, mais il y a quand même assez de différences. Et donc on a essayé de faire un peu mieux. On a fait une inversion où on a essayé de trouver le rayon de cette partie centrale de la graine. Et donc on a fait des modèles à deux couches, on a supposé que le rayon avait une certaine valeur, on a supposé que l'anisotropie dans la partie externe de la graine était celle du modèle d'Ishii et d'Ivonsky ou de Béguin et Trampert, et on a trouvé le rayon. Et donc après on compare avec les données, on regarde comment ça colle avec les données, quelle est la réduction de variance. Donc plus ça colle, plus vous êtes près de 1. Et on voit qu'il y a un minimum pour le rayon qui est suivant le modèle, c'est entre 400 et 500 km de profondeur dans la graine. Et donc, par contre, si on suppose que l'anisotropie est constante, donc une couche simple dans la graine, on n'arrive pas à expliquer les données aussi bien, ce qui est un peu normal puisqu'on a moins de paramètres à fitter. Et ça, ce sont les modèles que nous obtenons. Donc, suivant ce qu'on a pris comme modèle dans la partie externe de la graine, on a une variation de la vitesse des ondes P en fonction de l'angle xi, qui est soit le rouge si on a pris le modèle de la partie externe de la graine suivant Ishii, ou bleu si on a pris l'autre modèle. Et pour comparaison, en noir, c'est le modèle d'origine de Ishii et d'Ivonsky. Donc voilà, alors là aussi, c'est là où on en est. La possibilité d'avoir une graine formée de deux couches qui pourrait s'expliquer par quelques changements dans les conditions dans lesquelles la graine cristallisait à une certaine époque, qui aurait donc changé la façon dont les cristaux de fer s'alignaient au moment de la cristallisation, par exemple. Donc voilà, je passe. Alors ça, c'est un sujet donc, qui maintenant est assez bien... Les gens admettent qu'effectivement, au centre de la graine, l'anisotropie est un peu différente. Il y a aussi d'autres propriétés qui varient avec la profondeur. Donc tout ça, ça paraît à peu près cohérent.
si on admet que les données sont vraiment, de bonne qualité. L'autre observation intéressante et très intrigante, c'est la structure hémisphérique dans la graine. Ça, c'est on revient un peu en arrière. En 1995, donc à la même époque qu'on avait proposé l'axe incliné de la graine suivi par la rotation différentielle, etc., un groupe de Japonais, Tanaka et Hamaguchi, ont montré de manière assez spectaculaire qu'il y avait pour les trajets, donc ça c'est les BC-DF, donc c'est l'onde DF rapportée à l'onde du noyau externe. Sur les trajets ici équatoriaux, ce qu'on montre, c'est chaque trajet, la partie du trajet dans la graine. Donc, c'est une projection sur un plan horizontal, mais c'est donc seulement la partie du trajet dans la graine, et le symbole est proportionnel à la taille de l'anomalie. Et on voit qu'il y a deux régions, enfin deux hémisphères, un hémisphère où les anomalies sont sont négatives et un hémisphère où les anomalies sont positives. Sur les trajets équatoriaux, ça ne va pas chercher très loin. Ces anomalies par rapport à un modèle de référence sans anisotropie ou moyen ne s'écartent pas beaucoup de plus ou moins une seconde. Et voilà. Et bon, ils ont été vite pour vérifier que ces anomalies ne pouvaient pas être causées par des anomalies dans le manteau. Et ça, on le conçoit assez bien, puisque dans le manteau, tout est plutôt déterminé par les localisations des zones de subduction. On a plutôt du degré 2 dans le manteau, du lent, rapide. On n'a pas beaucoup de degré 1, sauf la distribution océan-continent, mais qui n'est pas alignée avec cette distribution-là. Par contre, sur les trajets polaires, ils ont aussi observé la même chose. Il y a une différence entre deux hémisphères. Un hémisphère ouest, qui est celui-ci, où les anomalies sont très fortes, jusqu'à 5 secondes. Donc encore une fois, DF plus rapide que BC. Mais comme on dessine BC moins DF, ça donne des anomalies positives. Et puis un hémisphère est, qui va de à peu près 45 degrés de longitude est jusqu'à 160 ou 170 degrés de latitude est, où il n'y a pratiquement pas d'anomalie. Et donc, ils ont proposé qu'il y avait une dépendance hémisphérique de l'anisotropie dans la graine. Les choses se compliquent. Bon, ça a été confirmé par de nombreux travaux. Ici, c'est une représentation dans un article de Krieger qui a estimé un peu plus précisément l'amplitude de l'anisotropie dans les deux hémisphères. Il a trouvé de 2 à 4% dans l'hémisphère ouest et seulement 0,5% dans l'hémisphère est, et ceci dans la partie superficielle de la graine, qui est la partie donc échantillonnée par ces ondes BC-DF. Et donc là, vous voyez, en fonction de l'angle, les temps différentiels BC-DF. Pour l'hémisphère ouest, c'est les symboles noirs, et pour l'hémisphère est, les symboles blancs. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose sur l'hémisphère est par rapport à l'hémisphère ouest, mais vous voyez aussi cette dominance de ces trajets-là, qui sont toujours les trajets South Sandwich, Alaska. Je vois, en regardant ici, qu'il y a quand même quelques anomalies ici qu'on voit aussi sur l'hémisphère est. Je n'avais pas remarqué ça avant. Donc, bon, ils ont... je vais peut-être pas m'attarder là-dessus, c'est simplement pour montrer... La chose intéressante et intrigante de cet article de Krieger, c'est qu'il a essayé de calculer la vitesse isotrope dans chacun des hémisphères, donc à partir d'un modèle anisotrope qui dépend de 3 paramètres, suivant un constant, un terme en cosinus de xi et un terme en cosinus 4 xi, qu'on peut aussi transformer et écrire en termes de cosinus carré xi et cosinus 4 puissance 4 xi. Et ça, c'est les paramètres de Love, ACFLN,
mais en fait, il n'y a que 3 paramètres indépendants pour cette anisotropie cylindrique, et on peut en déduire une moyenne isotrope selon le moyen âge de Voigt, qui est un calcul qui suppose une déformation homogène. Et il a trouvé que la moyenne isotrope, ce qui est étonnant, est la même dans les deux hémisphères. C'est-à-dire que les anisotropies sont très différentes, mais la moyenne isotrope est la même. Et ça, c'est en fonction du rayon. Donc ici, c'est le centre de la Terre. Les vitesses des ondes P dans l'hémisphère, pour les trajets polaires, dans l'hémisphère ouest, pour les trajets polaires et pour les trajets équatoriaux, et la moyenne isotrope correspondance. Donc une grande différence entre les trajets polaires, et puis ensuite vous voyez donc les vitesses, un saut de vitesse à l'ICB, et puis les vitesses qui diminuent dans le noyau externe. Alors ce qui est intéressant à noter ici, et bon, ça on le verra sans doute dans un des posters le jour du colloque, c'est qu'il y a le gradient des vitesses juste au-dessus de l'ICP, donc dans le noyau externe, est c'est très important de le préciser bien, parce que en fait, le modèle PREM ne colle pas aussi bien, ni le modèle PREM ni le modèle IASP 91, qui est un autre modèle global qui inclut des modes propres, ne colle bien avec les données des ondes du noyau, des ondes PKP. Le modèle AK 135, qui a un gradient intermédiaire, marche beaucoup mieux, et aussi un modèle PREM modifié. Donc il semblerait qu'il y a une zone de gradient plus faible de vitesse juste au-dessus de l'ICB, mais ça, je n'aurai pas le temps d'en parler. Toute cette zone autour de la limite de l'ICB est une zone importante, c'est la zone où se fait la cristallisation du fer, et on se pose des questions aussi bien sur la nature de la structure juste en dessous de cette limite, donc dans la partie solide, que dans la partie liquide. Alors, ici, une étude de Garcia et Souriau qui ont confirmé la différence entre encore une fois, la différence entre les hémisphères ouest et est, mais eux, ils ont proposé un modèle où vous auriez une anisotropie qui aurait une couche isotrope tout à fait en haut de la graine, donc ça ce serait l'ICB, donc juste en dessous, une couche isotrope mais qui aurait une épaisseur différente dans l'hémisphère occidental et dans l'hémisphère oriental. Et donc elle serait plus profonde dans l'hémisphère est, qui impliquerait que les ondes qui voyagent, donc qui se propagent dans les parties superficielles de la graine ne verraient pas beaucoup d'anisotropie, dans le domaine des distances où on peut les rapporter à BC, où on fait les mesures BC-MODF. Par contre, à l'ouest, elle verrait plus d'anisotropie. Donc ça, c'est une vue polaire, donc le long du méridien, et vue équatoriale, vous verrez aussi le même effet, donc suivant qu'on est dans l'hémisphère ouest ou dans l'hémisphère est. Donc, encore quelque chose à expliquer. Ici, encore une fois, ça, ce sont les données brutes, en haut, mais séparées cette fois-ci en hémisphère est et ouest. Donc, tout ce qui est vert, c'est l'hémisphère est, et tout ce qui est rouge, c'est l'hémisphère ouest. On voit, en fonction de l'angle xi, très peu de variation dans l'hémisphère est, et par contre, une variation très grande avec l'angle pour l'hémisphère ouest. Et ici, on s'est arrangé pour enlever les très abondantes données de South Sandwich, Alaska. Il en reste quelques-unes, mais on les a un peu, disons, moyennées pour ne pas qu'elles dominent. Et donc ici, ce sont les prédictions de différents modèles. Donc, une très peu d'anisotropie suffit pour l'hémisphère est. Par contre, beaucoup plus pour l'hémisphère ouest. Mais on a du mal à reproduire, encore que Krieger y arrive pas trop mal, ces observations, donc à peu près 20 degrés pour l'angle xi. Revenons à Souriau et Garcia et Souriau, et Krieger aussi proposaient cette asymétrie avec une couche isotrope, mais en confrontant ça avec les modes qui, comme vous savez, sont sensibles surtout à la partie superficielle de la graine, eux, ils voient l'anisotropie, mais ils veulent qu'elle soit
le plus possible donc, à la surface de la graine, parce qu'il ne pénètre pas beaucoup en profondeur. Donc ça, c'est simplement pour vous rappeler ce qu'on mesure. Ça, c'est deux spectres de mode du noyau. Le split, donc ce mode et l'écartement de ces raies, on n'observe pas toutes les raies, mais on observe un élargissement du pic et qui ne peut pas être expliqué par une structure du manteau, ni l'ellipticité et la rotation. Par contre, quand on introduit une anisotropie, on arrive à bien expliquer l'écartement des raies. Ça, c'est la fonction de splitting correspondant à ce mode-là, et sa variation, la sensibilité en fonction de la profondeur, qui montre bien que c'est un mode qui est sensible à la structure près de la surface de la graine, dans les premiers 300 km de la surface de la graine. Alors, donc, on a essayé de voir quelle pouvait être l'épaisseur maximum d'une zone isotrope en haut de la graine, et on a trouvé qu'on ne pouvait pas, que 100 km, c'était vraiment encore admissible. Donc ça, c'est la variance résiduelle dans un ensemble de modes du noyau. Si on prend un modèle anisotrope de la graine, mais en laissant une couche superficielle de plusieurs centaines de kilomètres, suivant l'épaisseur de la couche, ici, on a une variance résiduelle qui augmente assez rapidement avec l'épaisseur de cette couche. Donc, les modes ne veulent pas d'une couche isotrope trop épaisse. Donc là encore, des contradictions qui subsistent jusqu'à nos jours, c'est que les modes veulent, si l'on explique les modes par l'anisotropie, il faut que ce soit l'anisotropie proche de la surface de la graine. Si on explique les temps de propagation des ondes du noyau, elles veulent de l'anisotropie dans les grandes profondeurs de la graine et encore autant au centre de la graine. Alors, par contre, ces observations de variation est-ouest, elles sont vraiment très robustes. Et il y a une autre façon de les regarder, c'est en prenant le couple d'ondes, l'onde réfractée Pk grand IKP et l'onde réfléchie Pk petit IKP, dont je vous ai déjà parlé on a regardé la topographie de l'ICB. Ce couple d'ondes est très bon pour regarder ce qui se passe près de la surface de la graine, puisque donc, les trajets sont très semblables partout, sauf juste autour du point de réflexion. Et donc là, ça c'était une étude qu'on a faite de la comparaison, de modélisation de formes d'ondes. Donc, encore une fois, l'onde réfractée arrive la première, et derrière elle, l'onde réfléchie. Les traces de l'onde réfléchie ont été changées de signe pour pouvoir comparer les formes d'ondes. Et on compare les temps de propagation et les amplitudes de ces deux ondes-là pour en déduire les variations donc, en haut de la graine. Et donc, je montre un exemple parce que c'est une étude que j'ai faite moi-même qui m'a convaincue de l'existence des variations de degré 1 près de la surface de la graine, mais il y a d'autres études qui montrent la même chose. Et vous voyez ici le temps de parcours différentiel qui montre les variations des valeurs différentes. Bon, vert ici, c'est de l'ordre de 1 seconde, et rouge, c'est moins, et jaune, c'est moins 1 seconde, de l'ordre de 2 secondes, pas tout à fait 2 secondes, 1 seconde et demie entre l'hémisphère ouest et l'hémisphère occidental et l'hémisphère oriental. Du moins, ça c'est dans deux domaines de distance épicentrale, je n'ai pas noté, mais on le voit très bien ici. Et il y a un effet similaire, voilà, c'est 135 à 142, ici 142 à 144 degrés de distance épicentrale, et on a le même genre de phénomène en atténuation, avec une atténuation plus forte, donc un facteur de qualité plus faible pour les trajets dans l'hémisphère est, où on a des temps de propagation plus lents, quand on compare Pk petit IKP à Pk grand IKP. Donc là, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 16 heures, et je vous raconterai la fin de cette histoire demain. Mais en tout cas, retenez bien, on voit vraiment une des différences très très marquées entre l'hémisphère est et l'hémisphère ouest,
qu'on ne sait qu'attribuer à la partie superficielle de la graine. Voilà.